Vous m'avez vu, mais vous m'avez pas regardé. Bonsoir Fouzia, bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes très heureux de vous retrouver pour ce 3e épisode des OHDES 2024. Toute cette année, nous vous avons accompagné autour de 3 temps forts. Un premier webinaire en juin consacré à la créativité, puis un second en octobre dédié à la performance du média Out of Home. Ce soir, nous allons revenir sur l'année écoulée, mais aussi explorer les perspectives de la communication extérieure pour 2025 et au-delà. Merci Tanguy. Bonsoir à tous. En effet, ça a été une année extrêmement intense. On a beaucoup travaillé. C'était une année dont le dispositif était beaucoup plus complexe que ce qu'on faisait jusqu'à présent. Déjà, c'est la première année où on a l'occasion de travailler ensemble. Absolument. 2 potentiels présumés concurrents, c'est dire si la communication extérieure est forte. Mais tout ce travail, on ne l'a pas fait que tous les 2. On l'a fait au sein d'un groupe de travail qui très vite est devenu un vrai collectif avec des réunions très régulières. On ne s'est pas quitté de l'année en réalité et c'est d'abord à eux que je veux rendre hommage ce soir. Permettez-moi de tous les citer. Honneur aux dames. Doriane Depaillé pour Phoenix, Delphine Drouin pour Giraudy, Alexandra Lafay pour Média Transport, Caroline Mériot pour Cities Media, Alban Durand pour JC Deco et last but not least, Léopold Sartou pour Kantar. Merci infiniment à vous. Vous pouvez les applaudir. Et justement, avant d'accueillir les dirigeantes et dirigeants des 5 principaux opérateurs, je vais laisser la parole à Léopold de Kantar Media qui vient nous présenter les grands enseignements de 2024. Bravo. Bonsoir Léopold. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Alors, 2024, difficile de passer à côté d'une année exceptionnelle avec les Jeux olympiques et paralympiques. Est-ce que c'est quelque chose que toi, tu as aussi remarqué dans les chiffres et dans la créativité ? Alors, si on s'en tient aux derniers indicateurs révélés lors du baromètre unifié du marché publicitaire, révélé il y a quelques semaines, je pense qu'on peut dire que c'est une bonne année pour le média communication extérieure, avec des chiffres en hausse à peu près partout. Tous les indicateurs sont au vert, plus 13% sur les recettes publicitaires qui atteignent 967 millions en 2024, en tout cas sur les 3 trimestres. Aussi bien une bonne santé sur l'ensemble des univers, l'outdoor, les transports, le mobilier urbain, ou encore le shopping, et puis aussi bien sur l'OH que le DOH, avec en termes de volume d'affiches, on a plus 8,9% en comparant les 3 trimestres 2024 versus les 3 trimestres 2023, et puis pareil, un nombre d'annonceurs toujours croissant sur le média DOH, un exemple parmi d'autres pour démontrer cette année exceptionnelle en termes d'indicateurs quanti. D'autres chiffres en hausse, parce que ça fait aussi du bien d'avoir des chiffres en hausse. Ça sert aussi à ça la fin d'année, de célébrer ce qui était bon dans l'année. Des secteurs qui ont progressé, alors certains de manière plus relative par rapport à d'autres en termes de volume, mais en santé, on va retrouver un secteur qui a surperformé cette année à plus de 155%. Je peux citer des laboratoires Sanofi qui étaient partenaires des Jeux Olympiques qui ont aussi porté cette croissance, l'entretien de manière un peu plus discrète, mais avec des marques comme Briochin qui aussi n'étaient pas là sur le média et qui sont arrivés cette année. Puis après, des secteurs plus prépondérants de la communication extérieure, comme l'automobile ou l'hygiène beauté. Là aussi, on remarque des surperformances sur
sur cette année. Donc voilà, des indicateurs au vert pour ces secteurs en forte progression. Est-ce que tu as remarqué un effet JO? Alors, avant de venir dans cet effet JO, ce que je trouve qui était aussi un enseignement de cette année, c'est que, à la différence d'autres médias, on a vu véritablement cette croissance, cette croissance globale, elle s'est répercutée mois par mois et elle a été soutenue tout au long des mois. Alors certes, si on met en parallèle tous les événements liés aux JO, on va dire depuis le début d'année, avec la grande cause, le J-100, le relais, les JO, les Jeux Olympiques et les JO et les Jeux Paralympiques, on voit que finalement on a vraiment une hausse du média en termes de valorisation publicitaire brute côté Kantar Media qui est bien différentielle sur chaque mois. Ce qui n'est pas le cas sur l'ensemble des médias, on a essayé de le représenter sur ce graphe-là où on voit finalement que, excepté la TV, la communication extérieure est vraiment en croissance chaque mois par rapport aux 3 trimestres 2023 versus 2024 et c'est pas forcément le cas sur la radio qui a été plus ponctuelle ou la presse où c'est plutôt flat finalement sur l'année mois par mois. Une année exceptionnelle, on en parlait un petit peu en introduction avec les Jeux Olympiques. Alors nous chez Kantar Media, on a aussi le moyen de recenser les nouvelles créations publicitaires qui traitaient des Jeux Olympiques cette année en 2024. Et ce qui est intéressant de noter, c'est que finalement, la part de l'OH dans ces nouvelles créations publicitaires qui ont vu le jour liées aux Jeux Olympiques et Paralympiques, c'est de 28%, et ce qui en fait le deuxième média, on pourrait dire, le plus plébiscité en termes de création publicitaire pour évoquer les JOP. Puis ça semble logique dans la capacité du média à raconter des histoires collectives, à célébrer l'union et la communion, d'être le deuxième support plébiscité en termes de création pub. Comme illustration, je pense que personne n'est passé, en tout cas à Paris, inaperçu la campagne de Samsung sur l'hôtel de la Marine. On peut revenir sur Toyota aussi, comme gros annonceur de l'automobile cette année, avec beaucoup d'affichage dans Paris et même ailleurs. Et puis Coca-Cola qui s'est aussi positionné sur un temps un peu plus long aussi dès 2023. Donc des annonceurs qui ont joué le jeu, des annonceurs partenaires et officiels des Jeux Olympiques qui ont joué le jeu, puis qui aussi ont démontré tout l'intérêt finalement de la puissance du média en termes de contextualisation, de réactivité, de capacité à raconter des histoires collectives, et puis aussi de travailler aussi sur le long terme. Aussi, ça c'est un enseignement de cette année, c'est vraiment ce travail sur le long terme pour le média, de la part des marques. Des partenaires officiels qui auront brillamment pris la parole autour des valeurs de l'olympisme pour raconter des histoires communes. Et puis on a aussi des marques un petit peu plus opportunistes, qu'on dira en embuscade ou en bouche marketing en anglais, qui ont aussi profité de ce sillon Jeux Olympiques sur le média communication extérieure pour essayer d'émerger. Je pense à SumUp qui a joué sur les clichés à l'international, les médailles pour Heinz, ou encore voilà, des polémiques, on va dire, ou actualités sur Paris, et il y avait aussi sur l'eau, la Seine, voilà. Mais ça démontre aussi toute la réactivité du média, et puis voilà, qu'on peut raconter des belles histoires tout au long de l'année. Est-ce que, alors on le vient de voir, année exceptionnelle, est-ce qu'il y a des forces que tu as observées qui se confirment d'année en année? Alors oui, c'était une année exceptionnelle, et bien sûr c'est un média qui se repose sur des forces que sont la puissance, la contextualisation, la performance, l'efficacité, mais je pense qu'on aura le temps d'y revenir un peu plus longuement tout au long de la soirée. Chez Kantar Media, on a le moyen de recenser et de valoriser les prises de parole des marques liées à la RSE, et ce qu'on note aussi sur cette année, c'est que finalement ça se confirme d'année en année, c'est que le média affichage est en croissance, en tout cas en termes de valorisation de volume des investissements publicitaires sur ces prises de parole et cette thématique de la RSE. A contrario, vous le voyez sur la droite de la slide, où finalement on a des médias qui soit stagnent, soit restent plutôt en retrait sur cette thématique de la RSE. Donc voilà, des campagnes qui sont créatives par la force de leurs propos, je trouve. À chaque fois, c'est on va dire un des gros potentiels de l'affichage, c'est d'avoir un propos fort et derrière de pouvoir interpeller, questionner sur la place publique, sur des thématiques qui concernent le bien commun et le bien public, donc aussi bien de la part d'annonceurs que d'associations comme la dernière campagne de SIDAction qu'on voit actuellement dans le métro. Et enfin, une année qui s'inscrit dans la continuité parce que, encore une fois, 2024 aura démontré toute la capacité créative du média, avec des campagnes primées et célébrées aussi bien en France qu'à l'international. Je pense à Célio qui a été le Grand Prix de la communication extérieure en 2024.
Une campagne qui fait la part belle à la normalité, à l'authenticité, et quoi de plus normal finalement que de l'afficher dans la rue, dans le quotidien des Français. Et puis 2 campagnes internationales, Magnum et Pédigré, qui auront aussi brillé par l'exploitation du potentiel interactif, avec de la géolocalisation notamment, et puis un peu d'intelligence artificielle aussi pour Pédigré. Donc voilà, toutes des choses qui brillent par leur simplicité, l'authenticité, la capacité de contextualisation du média, et finalement qui démontre toute sa dimension créative. Alors, puisque nous sommes dans l'international, je voudrais qu'on jette un œil aux prévisions d'évolution du média au niveau mondial, cette fois-ci. Hop, ça va s'afficher d'ici 2029. Donc nous avons pris les chiffres de groupe M, les derniers qui étaient disponibles, alors ce sera bien sûr actualisé. Ce que l'on voit, c'est que les prévisions montrent des perspectives de croissance de médias dans le monde. Il est boosté par le DOH, c'est le média, même devant les médias digitaux, qui devrait performer le mieux avec une croissance attendue de 9,1%. Le média OH traditionnel n'est pas en reste, avec une croissance attendue de près de 6%. Donc ça prouve que, alors bien évidemment, on ne sait pas ce que donnera et ce que nous réserve 2025, mais ça prouve quand même que c'est un média, la publicité extérieure, qui gagne encore des parts de marché, et même en France, et ça, je pense qu'on en parlera aussi. Merci beaucoup Léopold pour cette analyse pertinente et inspirante. Je profite de cette occasion pour remercier Denis Gaucher pour son soutien et toutes les équipes de Kantar Media qui nous ont accompagnés cette année. Voilà, Léopold, bien sûr, François et Florence, à qui on souhaite une nouvelle vie, la meilleure possible. En tout cas, sans plus tarder, je propose à Valérie Decamp, Philippe Bonnel, Jean Muller, Didier Quillot et Sébastien de venir me rejoindre sur scène. À côté de moi. Bonsoir à tous les 5. Je suis très content de vous retrouver ce soir. C'est un exercice que vous connaissez bien pour certains, d'autres vont le découvrir. Mais cette année, avec Fouzia, avec les équipes de CB News, on a décidé de faire un peu évoluer les choses. On avait une matière formidable, c'est que, comme je le disais en introduction, on a eu 2 webinaires vraiment très intéressants. Et ce que je vous propose, c'est de vous montrer, de vous projeter des vidéos très courtes, 1 minute, 1 minute 30 maximum. C'est ce que vos clients, vos partenaires, les annonceurs, les experts, les agences ont dit de vous et de votre média pendant les 2 webinaires que nous avons réalisés. Alors, on a trouvé 5 thématiques, ça tombe bien, vous êtes 5. Et je vais vous demander si vous êtes d'accord avec les propos qui sont tenus et aussi, selon vous, ce qu'ils disent du média, communication extérieure. On commence tout de suite avec la première vidéo. Je trouve que l'affichage au sens large est vraiment un média qui est génial pour pouvoir accueillir des opérations d'envergure. C'est un média qui peut vivre tout seul. Déjà, c'est pas donné à tous les médias. C'est un média aussi qui a la capacité de toucher des audiences hyper larges. Aujourd'hui, on parle du digital comme espèce de réflexe quand on veut toucher des audiences jeunes. L'affichage est un média très efficace pour adresser cette typologie d'audience. On parle de fragmentation. Enfin, même si on a rationalisé les contacts et la méthode de prise en compte et de calcul des contacts, la clé du média, ça reste quand même des performances en termes de couverture et de répétition qui sont inégalables et le média se détache des autres médias de plus en plus sur ces capacités-là. On sait qu'on a un bon propos quand on a un propos qui va nous permettre de faire de l'affichage. Parce que l'affichage, si on arrive à véhiculer une idée dans une image, un texte, c'est qu'a priori l'idée elle a quelque chose de pur, de limpide, qui fait que tout le monde va la comprendre. Donc c'est un super crash test. 2, il y a une capacité avec l'affichage à toucher une très large part de la population dans son quotidien très vite, tout de suite, là où tous les autres médias, y compris les médias audiovisuels, commencent à se fragmenter tellement que c'est
certes, la télé garde de la puissance, mais je trouve qu'on arrive à faire passer des choses aux marques par l'affichage aujourd'hui qui sont hyper intéressantes. Jusque-là, on avait une tendance on prenait le OH comme un socle de reach. C'est pas quelque chose qu'on remet en cause, loin de là, mais c'est quelque chose qu'on veut affiner et auquel on veut ajouter des dimensions d'expérience, de contextualisation, pour aller de plus en plus vers les occasions et la mobilité. Valérie, prends un micro. Qu'est-ce que ça t'inspire? Parce que finalement, on parle toujours de fragmentation des audiences des médias traditionnels, et j'ai l'impression que le OH n'est pas vraiment concerné. Bonsoir à tous et à toutes. Non, pas du tout, et ça a été confirmé par la présentation Kantar qui montre que finalement le seul média offline, même s'il se digitalise de plus en plus, a progressé à côté du digital, c'est nous. Donc tout ce qui a été dit par les experts des différentes agences, non seulement c'est vrai, mais on a envie même de leur dire pourquoi on n'a pas plus de part de marché commercial, parce que les chiffres parlent d'eux-mêmes. Je vais vous donner quelques chiffres parce que c'est quand même important de le rappeler. L'affichage a cette force, cette puissance, on est partout. Dans près de 10 000 communes en France, dans plus de 2000 unités urbaines, on est partout. Sur l'espace public, privé, dans la rue, dans les centres commerciaux, dans les transports publics, dans les aéroports, on est partout. Et quand on voit le dernier sondage Kantar TGI, alors je vais vraiment en parler ce soir parce que pour moi ça a été vraiment une excellente nouvelle, on en a beaucoup parlé avec les équipes marketing de Médiatransport ces derniers jours. C'est la deuxième fois, c'est le deuxième sondage donc de Kantar TGI, je vous rappelle, un panel de 15 000 individus France entière, donc on peut dire que c'est un sondage plutôt costaud. C'est la deuxième fois, donc le sondage qui a été publié en avril et là récemment en octobre, où l'affichage est désormais devant la télé. On est devant la télé linéaire. Mais si on s'amuse à faire mouliner les chiffres, ce qu'on peut faire, ce que les agences médias font d'ailleurs en permanence, si on prend l'affichage comparé à la télé linéaire plus les plateformes télé, eh ben on est encore devant. Alors, c'est pas grand-chose. On parle de 0,5, on est à 86,8, non, un peu plus d'ailleurs, 88 quelque chose, et la télé, elle est à 87,5, on a 0,5 d'écart. On parle de couverture semaine, hein, donc c'est quand même important sur la cible 15 ans et plus. C'est quand même un sacré cap que notre catégorie vient de passer. Il faut quand même que ça sache. Je ne pense pas que ce soit les autres médias qui le diront à notre place. On se doute bien pourquoi. Donc merci de me donner la parole ce soir parce que c'est vraiment un chiffre, un cap très important pour notre média. Et c'est normal, tout le confirme. La télé linéaire est en baisse, la radio est en baisse, on ne va pas s'en réjouir. Mais c'est comme ça, c'est un fait. Le digital continue sa progression et c'est pas fini. Il va encore prendre des parts de marché dans les prochaines années. Le seul média qui peut résister à cette vague digitale, c'est nous. Donc la puissance du média, je pense qu'il faut la répéter en permanence parce que on le voit dans les différentes études. Là, on a parlé de Kantar TGI. Toutes les autres études d'audience montrent, si on n'est pas le premier média, parce que ça reste quand même l'Internet, on est quand même le seul média à être en progression. Donc je pense que c'est important de le dire, d'en être fier. Je m'adresse d'ailleurs à mes confrères néanmoins concurrents. On doit le répéter en permanence. Il doit se passer quelque chose en 2025 sur nos parts de marché. Clairement. Quand on entend Marie Costeux, Jean-Marc Oran, tous les grands experts de l'affichage le disent, il est temps maintenant qu'on en voit un peu plus la réalité. Il y a des signaux, hein, on en parlait tout à l'heure avec Jean, il y a des signaux. On voit bien que la télévision, en plus, augmente ses tarifs alors que bon, l'audience est en baisse. Peut-être que je vous semble peut-être un petit peu agressif ce soir. Je ne suis pas agressive, je suis juste là pour rappeler la réalité des chiffres de notre industrie qui se porte très bien et c'est tant mieux. Beaucoup porté par le DOH, mais pas seulement, on l'a vu aussi, il y a une très belle combinaison entre le DOH et le OH. Je pense que c'est important quand même de rappeler ces chiffres, et c'est vrai aussi sur les 15-24 ans.
la cible de plus en plus rétive, celle qui est vraiment difficile aujourd'hui à adresser, eh bien, figurez-vous, toujours selon le même sondage Kantar TGI, le seul média offline qui existe entre le social media et le vidéo online, c'est nous. Non mais attendez, c'est quand même super important. 80% de pénétration par semaine sur les 15-24 ans. Bon, un petit peu pour Médiatransport quand même, parce que plus de 55... Nous, on touche près de 55% de ces jeunes. Donc, petit clin d'œil quand même. Après, chacun... 74% chez nous. Bon. Attends, c'est après toi. Ouais. Moi, je parle de moi pour l'instant. Donc voilà, quelles que soient, je dirais, les stratégies médias, les objectifs des annonceurs, le média, l'affichage a une puissance dans son ADN. Il a une autre puissance, c'est sa capillarité. Aujourd'hui, grâce à ce média, on est capable d'adresser aussi bien une grande métropole qu'une zone rurale. C'est ça la force de notre média. Il y a une autre chose aussi dont a parlé Jean-Marc Oran qui est très, très importante, qui est très particulière à notre média, c'est la répétition. Il a dit, à juste titre, c'est un indicateur inégalable dans aucun autre média. Je vous rappelle, la répétition selon Mobimétrie pour l'affichage, c'est 12,4. 12,4, c'est énorme. Pour avoir bossé en radio, en presse, jamais on a eu des scores pareils. On a des produits, les nouveaux produits sur l'offre 2025, les offres parcours qui combinent à peu près 1500 faces papier et digitaux. On monte à 17 points de répétition. Je rappelle que le bon GRP, c'est quoi? C'est la couverture, on l'a avec la puissance, et la répétition. Franchement, c'est le média de la puissance et de l'efficacité par excellence. Peut-être un mot aussi sur la puissance de... Ouais. Pardon, mais je suis très enthousiaste parce que c'est des chiffres importants. Moi, ça me rappelle une époque qu'on a connue avec Jean d'ailleurs, quand les FM pour la première fois dépassaient les généralistes. Tu te souviens, on avait fait une campagne de fou à l'époque, on était tous les deux dans la même maison rue Boileau. Eh bien, on est à ce moment-là, nous. On est à ce moment-là, on est en train de passer un cap. Et puis, le dernier point, et ça c'est Clément Scherer qui en parle tellement bien, la puissance créative de notre média. C'est vrai que c'est un média qui est extrêmement exigeant parce qu'il oblige les créatifs en une image, en un spot de 10 secondes, à frapper fort dans les esprits et dans les cœurs, et on voit à quel point ça marche. Donc on peut être fier de notre média, on est puissant, on est agile, on a réussi, je pense, le virage du digital, sans diluer la valeur, et je pense qu'on peut vraiment s'en satisfaire. Merci beaucoup Valérie. Je voudrais aussi vous entendre tous les 5. Donc on va commencer avec toi Sébastien. Qu'est-ce que ça t'inspire Oui, alors en essayant de ne pas répéter les points de Valérie, mais pour compléter, un des angles très puissants qu'on a, c'est le sujet de nos formats. Et en fait, nos formats dans une pub digitale qui est très puissante, il faut bien voir que on est sans doute les champions de la stratégie de la convergence entre tout le travail qui est fait sur les contenus publicitaires, ou pas forcément publicitaires d'ailleurs, que l'on retrouve sur ce fameux format vertical du mobile. Fondamentalement, c'est ce qu'on retrouve chez nous, pas que en DOH, on le retrouve aussi sur des formats en print. Chez nous, on peut expand, amplifier des campagnes qu'on retrouve en display qui n'est pas uniquement vidéo, on peut le retrouver dans nos réseaux d'affichage. Et en le combinant à ce qu'on sait faire de mieux, c'est-à-dire nous sommes les champions du monde de la géoloc. Donc ce ciblage qui devient spatio-temporel avec une granularité très spécifique dans le DOH, on le retrouve aussi en print. On a vu des campagnes d'affichage géolocalisé, le parcours de la flamme par exemple, pendant les Jeux Olympiques. Une des caractéristiques très fondamentales pour comprendre pourquoi les fondamentaux sont de notre côté. Et cette capacité à s'inscrire dans toutes les stratégies médias et dans des stratégies aussi de s'adresser directement au grand public, parce que ce n'est pas que de la publicité, notamment le DOH, c'est aussi de l'éditorial. C'est une caractéristique très puissante où la technologie permet
non seulement d'être à ISO contenu, une vidéo de 10 secondes sans son, c'est la majeure partie de la consommation sur le mobile qu'on peut retrouver dans la rue. Mais c'est aussi quand on utilise la technologie, et la montée en puissance de la technologie qui permet une diffusion de nos campagnes dans des scénarios spatio-temporels qui peuvent matcher ce que fait finalement le web, le social sur le mobile, mais en plus précis, parce que pour le coup, on couvre plus, on a une capacité à être précis sur nos sélections d'emplacement qui n'est pas matchable. Ça, c'est immatchable par quelque média que ce soit. Et ça fait notre force, et nous sommes probablement les meilleurs pour jouer sur la complémentarité d'une pub sociale ou d'un budget brand content qui trouve sa puissance en réalité dans la rue. Et typiquement, je parle un tout petit peu de Phoenix, mais juste pour illustrer mon point, on a notamment une filiale qui est Être étudiant, qui est la plus grosse communauté sur les réseaux sociaux, qui s'adresse justement au 15-24 pour rebondir par rapport à ton exemple de ciblage, qui est une cible assez compliquée à toucher. Bon, on a 2,5 millions d'abonnés sur les réseaux sociaux, donc on en touche déjà une bonne partie, disons 30-35% de la cible quand même, sur le mobile. Mais dans la rue, en l'occurrence, nous en DOH, on touche plus de 50% de la cible. Donc quand on déduplique, on est tout de suite sur plus des 2/3 de la cible touchée, potentiellement 7-14 jours. C'est très puissant, et ça, c'est le socle de notre croissance future, et ça fait partie vraiment de l'ADN de notre média aujourd'hui. Encore une fois, DOH, mais OOH aussi traditionnel. Ouais. Merci Sébastien. Jean, sur le même sujet, la puissance. Oui, moi je voudrais, alors même si répétition égale mémorisation, je ne vais pas répéter ce qu'a dit Valérie, mais objectivement, notre part de marché n'est pas à la hauteur de la réalité de nos audiences. Parce que ce n'est pas une fragmentation des audiences en télévision et en radio, c'est presque, alors on ne peut pas le dire trop fort parce qu'ils investissent aussi notre média d'ailleurs. On sait pourquoi, parce qu'ils viennent justement rechercher de la puissance. C'est aussi un effondrement, une érosion très forte des audiences. Et effectivement, je pense que 2025, c'est le bon turning point, c'est le bon moment. Parce que, alors on l'a vu, effectivement, en 2024, on a gagné de la part de marché, il y a des secteurs qui sont à forte croissance, indépendamment de la manne des Jeux Olympiques. Mais 2025, ça va être une année compliquée aussi pour nos clients, pour nos annonceurs. Et plus que jamais, dans des périodes aussi compliquées, ils auront besoin de la puissance de notre média. Donc c'est maintenant qu'il faut opérer les shifts. Et je voudrais juste donner un chiffre. On a aujourd'hui 8,3% de part de marché publicitaire à fin septembre, données Bump. En 2019, la part de marché publicitaire de la communication extérieure, c'était 10%. Ce n'est pas un plafond de verre, 10%. Il n'y a aucune raison objective pour qu'on ne réatteigne pas ce seuil. Et dernier chiffre, si on gagnait 1 point de part de marché publicitaire, c'est 160 millions d'euros. Croyez-moi, les comptes d'exploitation de nos entreprises respectives ne seraient pas tout à fait les mêmes. Donc c'est vraiment important, et c'est vraiment le message qu'il faut collectivement qu'on arrive à porter, parce que les changements, ils doivent intervenir maintenant. Et on a effectivement aujourd'hui toutes les mesures, on en parlera tout à l'heure, qui nous permettent de justifier qu'aujourd'hui, l'audience, la réalité de l'audience de notre média, elle ne se retrouve pas dans la part d'investissement publicitaire. Merci Jean. Philippe, même sujet. Je pense qu'il y a une chose qui nous échappe un peu, mais parce que je pense que 8 heures par jour, on parle de notre média, et c'est comme ça toute l'année, depuis des années, c'est qu'il y a quand même dans pas mal de nos clients, que ce soit du côté des agences médias ou du côté des annonceurs, un changement générationnel qui fait que ces gens-là n'ont pas forcément eu tous le vernis culturel sur les avantages et inconvénients et sur les guidelines également, ils n'ont pas tous les guidelines d'utilisation de notre média. Donc assez rapidement, ils arrivent à avoir, par des utilisations qui ne sont pas forcément toujours très heureuses, à avoir des expériences qui sont elles-mêmes pas forcément très heureuses, et donc ils sont déçus du média. Moi je me souviens, comme vous le savez, j'ai passé quand même beaucoup de temps, j'allais dire de l'autre côté de la barrière, enfin en agence média. On se nourrit énormément, surtout sur les dernières années où les études commençaient vraiment à s'affiner, des résultats non seulement publicitaires, mais du croisement des résultats publicitaires avec les résultats business de nos clients. Ce qui m'a toujours frappé, alors c'est vrai que nous, à l'époque, on avait un portefeuille très retailer, on devait en avoir 7 ou 8. Ce qui m'a toujours frappé, c'est que le média number one qui arrivait à la croisée des chemins entre à afficher les meilleurs, c'est le cas de le dire, les meilleurs résultats publicitaires et les meilleurs résultats business, c'était l'affichage. Voilà, c'était l'affichage. Et pourtant,
lorsqu'il arrivait le moment du média planeur pour aller en réunion, faire sa recommandation et de dire ben, je passe de, je dis n'importe quoi, de 15% à 25% l'affichage parce que ben, vous avez bien vu la semaine dernière, résultat, eh ben ça peinait toujours. Et à chaque fois, lorsqu'on analysait, on essayait de comprendre cette telle situation, on se rendait compte que les fondamentaux étaient dilués en fait dans cette population. Il y a un intervenant qu'on a vu tout à l'heure, c'est Jean-Marc, qui a parlé, et Valérie, tout le monde en a parlé d'ailleurs, de la répétition. Vous savez que c'est quelque chose qui est historiquement très cher. Voilà. Il faut bien avoir en tête que le rôle de la publicité, c'est quoi? C'est réussir, en utilisant tout ce qui est à nos moyens en termes de levier de communication, à mettre la marque sur le dessus du panier dans l'esprit des gens. Voilà. Et la bataille, chaque jour, elle tourne autour de 250 messages publicitaires auxquels chacun d'entre nous est exposé. Et il faut qu'à la fin de la journée, ou à la fin du mois, ou à la fin de la semaine, eh ben, on soit la marque qui ait marqué le plus de points dans l'esprit, dans la mémoire des gens. Avec ce niveau de répétition dont parlaient Jean et Valérie il y a 2 secondes, on est les seuls à pouvoir permettre ça. Il faut bien sûr qu'on raconte quelque chose d'intéressant. Il faut que la manière de le raconter touche la sensibilité des publics qui nous intéressent. Mais ça, c'est notre travail que d'éduquer également les agences de publicité, justement, sur ces guidelines. Il y a des médias qui l'ont fait très bien. Vous avez passé tous les deux pas mal de temps dans un média sonore. Voilà, voilà, et la radio a énormément fait de pédagogie là-dessus. Et il me semble que nous, on a... voilà, il faut qu'on se remette au travail sur le sujet pour aller chercher de la part de marché supplémentaire. Merci Philippe. Didier, pour finir ce tour de table sur la puissance du média. Bonsoir à tous. Donc, quand on a préparé cette table ronde, Tanguy m'a dit, toi, tu es le petit nouveau, donc tu as juste 1 minute pour dire. Donc, je vais essayer de respecter le temps de parole. Et puis, en plus, il y a beaucoup de choses qui ont déjà été dites. Donc, c'est difficile de conclure cette première partie. Moi, je suis en effet le petit nouveau, puisque je suis là depuis 1 an. Et quand j'ai décidé d'investir dans cette entreprise et d'en prendre la présidence, les 3-4 trucs qui m'ont donné envie, par rapport aux autres médias que j'avais dirigés dans des vies antérieures, pardon, je vais pas vous abreuver de chiffres comme Valérie l'a fait, mais moi il y a 3-4 trucs, parce qu'elle a dit tout ça parfaitement bien. Donc déjà, c'est un média qui est, alors moi je vais dire des évidences, je vais enfoncer les portes ouvertes, mais donc c'est l'œil du nouveau. C'est un média qui est nativement publicitaire. D'ailleurs, est-ce qu'on est un média? Je sais pas, on est un support publicitaire pour moi. Et donc c'est un support publicitaire. Alors on va parler du DOH après, mais pour moi la première beauté de ce média, c'est qu'il n'est pas un média, il est un support publicitaire. Il est nativement publicitaire. La deuxième chose qui m'a vraiment interpellé, c'est que c'est un média pour lequel le digital n'est pas une menace, c'est une opportunité. Moi, je crois à la complémentarité entre le OH et le DOH, on en reparlera, je crois, tout à l'heure. Et le DOH, non seulement il ne cannibalise pas, pour moi, le DOH, c'est pas une autre affiche à côté d'une affiche print, c'est un nouveau média complémentaire au précédent qui est le OH. Et il y a, dans tous les autres médias, la radio, la presse, la télévision, le média traditionnel, le média offline voit le digital comme une menace. Pour nous, c'est pas une menace, c'est une opportunité. Troisième axe qui m'a interpellé, c'est vraiment un média qui est one to many. On est partout et tout le temps. Enfin, je prends notre exemple. Nous, on touche chez Citizen Media 35 millions de Français par semaine sur 90 000 faces et 20 millions de Français en DOH sur 3 000 écrans seulement, 3 500 écrans seulement. Donc, parce qu'on est à la fois partout et tout le temps. Et enfin, dernier point qui m'a beaucoup interpellé aussi, c'est le média de la rue. Et c'est pas parce que c'est notre dernière campagne publicitaire qui parle du média de la rue, mais c'est véritablement le média de la rue, de l'émotion partagée, le média populaire. C'est un média qui n'est pas biaisé par un réflexe communautaire. C'est un média qui s'adresse à tout le monde et c'est le média de l'émotion. Donc pour toutes ces raisons-là, en effet, je souscris à ce qui a été dit par mes collègues. Il n'y a aucune raison. Et d'ailleurs, l'ARCOM ne s'y est pas trompé, Kantar Media ne s'y est pas trompé. Il n'y a aucune raison que la part de marché relative de l'OH plus DOH baisse. Il n'y a absolument aucune raison qu'elle baisse. Merci beaucoup. Si vous le voulez bien, on va à nouveau entendre vos clients, vos partenaires, sur la façon, cette fois-ci,
dont ils perçoivent le média OH-DOH. C'est intéressant de voir à quel point toutes les frontières se brouillent en réalité entre le social, l'affichage, la techno. C'est un média qu'on joue sous toutes ses formes, que ce soit en affichage traditionnel, en média in-store, en événementiel. Ça permet de répondre à beaucoup de problématiques. Pour moi, il y a une filiation qui est assez directe, en somme, parce que finalement, le digital... On a pu s'amuser à une époque avec les formats quand les plateformes se créaient et nous laissaient jouer avec les règles, ce qui s'est très vite arrêté. Donc aujourd'hui, le digital, c'est quoi? C'est des contenus audiovisuels, pas toujours si différents que ça de ceux qu'on voit en télé, avec pas la même écriture, mais c'est de l'audiovisuel. Et c'est finalement des mèmes, des posts sur les murs des réseaux sociaux, etc., qui sont une image, un texte. Donc il y a une filiation entre ce qu'on cherche à faire. Nous, je dirais que le digital, c'est un endroit où les gens sont tellement bombardés de messages qu'il faut dire des choses particulièrement intéressantes pour que le pouce s'arrête de scroller. Donc cette culture-là, on l'a gardée et on l'a amenée dans la rue, dans l'affichage. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on aime beaucoup l'affichage parce que c'est pas si éloigné que ça de là d'où on vient, qu'on a gardé cette culture de l'impact dedans et que l'affichage, c'est un média qui nous permet de faire ce qu'on aime, à savoir, nous, on adore... On a une image d'agence créative, mais je pense qu'une des pattes qui fait que Buzzman est Buzzman, c'est la manière dont Buzzman positionne les marques autour de propos forts. Et puis Normal, c'est un exemple de ça. Sur les forts OH, on a une appétence, donc un indice d'appétence fort sur la publicité en général, mais en plus assez marqué sur l'attraction dans la publicité extérieure. Donc l'affichage publicitaire améliore le paysage urbain, la perception de la marque, vous le voyez ici sur la diapo, et le lien cross-média que la publicité extérieure peut nourrir avec la campagne TV est également mis en valeur. Mais c'est pas tout. On va passer à la suivante. Pour le public fort OH, la publicité extérieure, elle est appréciée pour découvrir les produits et les services, pour découvrir les marques, indice 135, pour mieux connaître les marques, indice 133, pour apporter les informations au bon moment, indice 128. Également, il considère, de manière plus forte que les Français, que la publicité extérieure va inciter à se rendre en magasin, va inciter à visiter le site de la marque ou bien un site marchand. Donc on est dans des indices autour de 140 ici. Philippe, on l'a vu longuement tout à l'heure, c'est un média puissant. Est-ce que tu peux nous dire en quoi finalement ce média est différent des autres? Je crois que c'est la personne de Buzzman ou Didier tout à l'heure qui le disait. La vraie différence qu'apporte ce média sur le marché, c'est sa capacité à rendre une marque populaire. Ça, c'est lié au fait que, appelons ça comme on veut, que c'est un média de la rue, mais c'est le fait que, en fait, c'est un média collectif qui touche tout le monde. Et on sait que les grands succès, à la fois business et populaire, des marques, en fait, ont toujours été des campagnes qui ont dépassé le simple cadre de leur cœur de cible. Voilà, donc même si on s'attache à travailler sur des cibles en affichage, c'est avant tout un média grand public. Et par la simplicité du message qui est dans notre ADN, en fait, nous, il faut qu'on simplifie, qu'on aille à l'essentiel lorsque le travail est bien fait, à l'idée à communiquer au public. Lorsque on croise ça avec ce fort effet de répétition et la rue, eh ben, on a cet élan populaire qui peut s'emparer d'une marque. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point qui fait que le média est aujourd'hui assez différent des autres, dans les médias historiques, c'est le seul qui apporte de la nouveauté. Il n'y a pas de nouveauté aujourd'hui en radio, il n'y a pas de nouveauté, j'entends pour le end-user, c'est-à-dire pour le consommateur, il n'y a pas de nouveauté en télévision aussi, simplement on est passé de 5 chaînes, 6 chaînes à 27. Beaucoup. Voilà, à beaucoup. En TNT. En presse, malheureusement, il n'y a pas de nouveauté. Donc la nouveauté dans les médias offline, elle ne vient que de l'affichage avec le digital. Parce que le digital a permis d'investir des lieux, un rapport avec le point de vente, vraiment dans les derniers mètres, qui fait que ça n'existait pas jusqu'à présent. Donc ça a permis à la fois parce que on travaille plutôt, globalement les agences et les annonceurs travaillent plutôt bien en création, de générer justement un plaisir spectaculaire d'exposition à la publicité dans les derniers mètres et encore une fois dans des lieux sur lesquels il n'y avait pas de pub jusqu'à présent. Et on voit au travers des résultats qui étaient à l'écran tout à l'heure que personne ne nous le reproche. C'est-à-dire que vraiment, c'est quand même le seul média dans lequel la publicité, alors que on fait que ça, on n'a pas de contenu,
majoritairement, enfin, il y a quelques endroits où il y a du contenu, mais majoritairement, il y a pas personne ne nous reproche notre métier. En plus, aujourd'hui, alors j'ai pas de boule de cristal, mais aujourd'hui, je suis plutôt content de travailler sur un média qui a une certaine neutralité éditoriale, c'est le moins qu'on puisse dire. Voilà, parce qu'aujourd'hui, vous savez, on a tous lu des études depuis des années où les médias qui par définition sont des médias de contenu éditoriaux, se font reprocher leur plus ou moins grande neutralité. Nous, au moins, sur ce point-là, on apporte une totale neutralité pour nos clients. Donc, je sais pas, aujourd'hui, je trouve que c'est intéressant de tirer aussi cette ficelle-là dans nos argumentations pour 2025, parce que je sais pas de quoi sera fait l'année prochaine, mais enfin, l'actualité, vous la lisez comme moi, elle est quand même bigrement secouée. C'est le moins qu'on puisse dire. Voilà. On va louper Michel Barnier ce soir aux 20h. C'est demain après-midi surtout que je crois que ça sera à 16h. Est-ce que quelqu'un veut réagir sur les propos de Philippe? Une ou deux personnes? Didier, vas-y. Oui, je pense qu'il a dit, tu as dit, on est le seul média qui n'est pas attaqué ou quelque chose comme ça. Enfin, je pense que tu as dit. Enfin, en termes de neutralité. Non, tu as dit deux choses. La neutralité éditoriale, et en effet, bon là, on pourra interroger Valérie sur le sujet, mais sur le fait qu'on soit pas attaqué, non, là, moi, je suis pas du tout d'accord avec ça. Moi, je trouve qu'on est un média qui est injustement attaqué parce qu'on est un média d'utilité publique. Les gens ne le savent pas assez. Enfin, par rapport à nos autorités concédantes, que ce soit des communes, des métropoles, des régies de transport, enfin essentiellement les collectivités publiques, 50%, enfin je vais en prendre des exemples pour faire court, peut-être que Jean Muller dira différemment, mais 50% de nos faces sont consacrées à de l'information municipale ou servicielle, donc au service de nos autorités concédantes, et nous versons, tout le monde le sait, une redevance qui est parfois élevée, voire très élevée. Et cette redevance, elle va où? On va au budget de nos autorités concédantes. Et ça, je pense qu'on ne le sait pas assez. Le grand public ne le sait pas assez. Les annonceurs le savent un petit peu. Après, on va parler peut-être des annonceurs, mais je trouve que toutes les menaces, qu'elles soient de nature politique, environnementale, sur notre média, je me permets de pas être d'accord avec toi. Je pense qu'il faut qu'on soit, et au niveau de l'UPE en particulier, particulièrement vigilant sur le sujet et offensif. Valérie, un mot rapide, et puis ensuite Sébastien. Rebondir sur ce que disait Philippe. Quand tu parles de neutralité, moi j'ajouterais responsabilité. Bien sûr. On ne diffuse pas n'importe quelle publicité. Voilà. Très important. Une véritable obligation. Il n'y a pas de publicité politique, en tout cas pas chez Média Transport. Et c'est très important de le rappeler. Sécurité pour les marchés. Tu voulais dire quelque chose, oui, et puis on passe. Pour le point où je suis pour le coup vraiment pas d'accord, c'est je pense qu'un des éléments de l'ADN historique, c'est d'être effectivement un support média. Je disais pas un contenu. Voilà, un support publicitaire. Voilà, moi je pense pas. Moi je pense pas du tout. Même, je pense que le DOA justement, c'est une des révolutions de ce secteur. Ce n'est pas que de la pub. Ça peut être de la pub et c'est entièrement data-driven. C'est pour ça qu'on peut distribuer avec plus de technologie, plus de pertinence et avoir plus d'efficacité. Ce qu'on voyait dans l'extrait que tu diffusais, Tanguy. Mais c'est aussi l'opportunité de prendre la parole, d'apporter de la valeur aux gens, d'avoir une logique de programmation et qui est différent du simple support publicitaire. Et c'est tout un défi et je pense que c'est un des gros upsides de notre secteur, d'être plus fort, de prendre la parole, y compris pour mieux se présenter et expliquer quelle est notre valeur ajoutée, quel est notre impact, quelle est notre utilité, y compris pour le pays, parce qu'on a une capacité à rétrocéder énormément au pays. On a des salariés français, on paye des taxes en France, on a énormément de choses, on apporte du serviciel, des équipements pour les commerçants, pour les collectivités. Et ça, à un moment donné, il faudra prendre la parole, même si ce n'est pas dans l'ADN de ce secteur tant que ça, même s'il y a eu beaucoup de campagnes dernièrement sur l'utilité de notre média. Voilà. Jean, je te donne la parole juste après. Oui, ouais. Pour dire que le mobile urbain, c'est aussi un média parce que c'est le média de la ville. Et c'est le média des villes. Et donc, c'est du contenu éditorial pour les villes. Donc, ce n'est pas un support publicitaire. Et on regarde tout de suite notre troisième thématique. On assiste à une fragmentation des audiences, des usages,
à une multiplication des points de contact, à une sursollicitation publicitaire qu'on pourrait aussi appeler encombrement. Et dans ce contexte-là, l'attention, évidemment, est une denrée précieuse, une denrée rare. Avant d'être attentif, il faut avoir vu. Donc, le contact média, il est essentiel. Donc, les mesures mobilimétriques sont évidemment essentielles pour définir ce contact et l'exposition au contact publicitaire. Donc, l'attention vient ensuite. Et c'est vrai que pour les marques de grande consommation, c'est un média qui est vraiment le média du dernier mètre avant l'achat. Donc pour nous, c'est d'autant plus important, même voilà sous des formes beaucoup plus événementielles et branding. C'est un média qui nous permet d'avoir un relais en magasin très fort et de soutenir les ventes. Et l'initiative de l'UPE sur ce MMM, pour nous, était une évidence de pouvoir participer, de contribuer aux facteurs explicatifs qui derrière nous permettent d'avoir des insights sur une meilleure application demain dans les plans médias de ce média et derrière d'avoir une efficacité business renforcée. Dans l'explication du ROI, c'est pas tant la mesure qui compte que pourquoi on a ce ROI. Ce qu'on a pu mettre en évidence, c'est l'importance de l'hypersaisonnalité. C'est-à-dire au-delà de printemps, été, automne, hiver, c'est qu'est-ce qui se passe ponctuellement en termes de température, de pluie, etc. Et pour certains produits, je pense aux vôtres par exemple, bien évidemment avoir la possibilité de réagir, puisqu'on sait que le ROI, lui, va réagir très fortement sur ces produits hyper saisonniers, va réagir très favorablement et positivement, il est important de pouvoir disposer de médias qui permettent cette réaction. Or, le DOH permet précisément cette hyper-réaction face à l'hyper-saisonnalité. On veut aller plus loin sur certains sujets, comme effectivement la partie géographique, locale, contexte, etc. Donc aller plus finement, en gros désagréger la modélisation, qu'elle aille le plus bas possible pour aller bien estimer les choses et les différencier. Il y a l'enjeu de la création, on veut aller plus loin, multiplier l'écart pour avoir des enseignements plus généraux, plus robustes. Et puis creuser encore plus notre sujet OH-DOH pour bien repérer les bons dispositifs, les bons dosages. Jean, moi quand j'entends ça, je me dis qu'en matière de performance et d'efficacité, c'est un média qui tient la route. Alors, tu disais il n'est pas assez investi. Pourquoi? Enfin, qu'est-ce qui se passe là? Enfin... Alors, je pense qu'effectivement, la performance et l'efficacité, c'est vraiment deux sujets essentiels si on veut continuer à gagner des parts de marché publicitaires. Je vais revenir à la fois sur la performance et sur l'efficacité, mais je voudrais d'abord rappeler les forces et les capacités distinctives de notre média. Alors, ça a été dit, la puissance universelle, puissance contextualisée avec le DOH, et un niveau de couverture ultra rapide, parce qu'aujourd'hui, on est le seul média à avoir des taux de couverture au bout de 3 ou de 4 jours. En télévision, il faut 3 semaines pour atteindre les niveaux de couverture qu'on a au bout de 3 ou 4 jours. Et pendant longtemps, on a dit, mais finalement, le problème de l'affichage, c'est la couverture quand on la compare à celle de la télévision. Mais ça a été dit, je voudrais le rappeler, sur certaines cibles, et notamment les cibles jeunes, on arrive à des taux de 74-76% de couverture. Donc on a la couverture et on a la répétition, je ne vais pas revenir dessus, ça a été dit. Deuxièmement, on a un média, il faut le dire, de full funnel. Parce qu'on a à la fois un média, en tout cas c'est valable pour le mobilier urbain et pour la publicité dans les aéroports, c'est un média de branding et de business. C'est-à-dire qu'on travaille à la fois les equity de marque et on est capable de faire du drive-to. Et puis troisièmement, et ça c'est nouveau, et ça nous on l'a découvert, en tout cas c'était une confortation et aussi une découverte au travers de l'étude qu'on vient de faire avec Ipsos sur l'attention du média. Donc c'est un échantillon de 100 personnes qui ont été équipées de lunettes ultra technologiques. Donc c'est de l'oculométrie, c'est de l'eye tracking. Et ces 100 individus, on a observé de manière extrêmement détaillée leur parcours pendant une demi-heure. Et donc, 3 enseignements. Un, on est un média qui est vu. 100% des individus ont posé au moins un regard en 30 minutes de trajet, au moins un regard sur nos mobiliers. Deuxièmement, c'est que le média, en moyenne, il a été vu 29 fois. 29 fois en 30 minutes. Donc ça montre, le premier point c'était la force de la couverture, le deuxième point la force de la répétition. Et puis surtout, et là ça va être un élément clé en matière d'efficacité, c'est que le média, il transforme une occasion de voir en attention utile. Parce que ce qui compte pour l'efficacité, c'est la durée de l'attention. Or en moyenne, la durée d'attention, elle est de 3,5 secondes. Donc quand on combine
une puissance inégalée. 2, un média de full funnel. Et 3, une qualité d'attention naturelle. Eh bien, on a là la source de l'efficacité. Alors c'est vrai que pendant longtemps, on a considéré que notre média était moins bien mesuré que les médias mesurés par médiamétrie et qu'on avait une lecture de l'efficacité qui était moins évidente que certains médias comme la télévision qui ont effectivement investi ce sujet depuis plus longtemps. Et là, ils ont été applaudis en début de présentation et moi je pense qu'il faut les réapplaudir à nouveau. Nos directions marketing, ça c'est un travail collectif, ont pris ces 2 sujets à bras-le-corps aussi avec le travail, la coordination de Stéphane au sein de l'UPE. Les 2 sujets clés qui sont, maintenant on a mobimétrie. Mobimétrie, c'est une mesure qui est extrêmement robuste et extrêmement solide. Alors je sais que comme c'est une transformation, vous n'avez pas encore accès à toutes les données, que forcément c'est un changement profond, donc c'est pas évident pour nos amis acheteurs dans les centres experts. Mais mobimétrie, ce sont des données d'audience massives. C'est un panel de 10 000 individus et on va croiser ça avec des données chaudes. Un exemple, par exemple, avec mobimétrie, on a accès à toutes les données flux vision d'Orange. Donc on va mixer ces 2 données. 2, on va maintenant avoir des audiences qui vont être géolocalisées et horodatées pour le DOH. C'est-à-dire qu'on aura une audience heure par heure. Et enfin, on va avoir des audiences saisonnalisées. Parce que, comme on est le média de l'out of home, eh ben, oui, nos audiences, elles sont meilleures quand il fait beau, au printemps et en été. Donc, ce qu'on nous opposait, la mesure d'audience, c'est plus le cas. Deuxième sujet, c'était l'efficacité. Alors, ça a été dit par un certain nombre d'intervenants. On a fait appel à des experts, Zisla, Frédéric Marteneau, qui ont pris la parole. Et donc, aujourd'hui, on a une base, on a 4 secteurs qui ont été étudiés en matière de MMM. Les télécommunications, les FMCG, l'automobile et le parfum. On a, et ça a été dit, très important, et c'est ce qui nous portait préjudice dans un certain nombre de MMM du marché, c'est que les spécificités de l'OH n'étaient pas prises en compte. Et notamment, nous, nos résultats, on est un média naturellement local. Donc quand on va analyser, quand on analyse les résultats de notre modèle MMM, on les a ville par ville. C'est pas des moyennes nationales. Et ces spécificités, souvent, ne sont pas prises en compte par les modèles MMM du marché. Et donc cette étude de l'UPE permet justement d'avoir ces notions d'efficacité à la même échelle, sur des échelles comparables. Et enfin, on va beaucoup plus loin parce qu'on a aussi des key learnings et donc on aide les marques à optimiser les niveaux d'efficacité. Je vous donne un exemple pour le secteur des FMCG. Alors ça paraît évident, mais en tout cas nous on l'a mesuré. Quand on couple une campagne de communication extérieure à une campagne de promotion, on a des scores qui augmentent de plus de 18% en la matière. Donc je pense qu'aujourd'hui on a la puissance, on a la performance, elle est démontrée, et on a l'efficacité, elle est démontrée. Donc on a tous les ingrédients aujourd'hui pour conduire nos objectifs qui sont d'avoir une part de marché publicitaire à la hauteur de la réalité, de la puissance et de l'efficacité de notre média. Merci Jean. Ce que tu ne dis pas, c'est qu'en plus, vous avez fait appel à des tiers de confiance, contrairement à des médias digitaux qui s'automesurent. Oui, alors d'ailleurs, tu me tends une perche. C'est quand même incroyable qu'on ait laissé appeler les médias digitaux les médias de performance. Ouais. Ça voudrait dire que les autres médias ne le sont pas. Mais je rappelle que eux, ce sont la performance. D'abord, elle est très bas de funnel, et un certain nombre de marques, et tant mieux, se rendent compte que pour aller gagner de l'equity de marque, le digital, ça a ses limites. Et puis 2, tu as raison de le rappeler, nous, Mobimétrie, c'est des tiers de confiance. Hein. C'est pas des données qui viennent de nos propres, en interne chez nous. Donc je pense qu'aujourd'hui, tout ce qu'on développe est développé de manière extrêmement sérieuse, extrêmement rigoureuse, extrêmement professionnelle, et on peut s'en féliciter parce que tout ça, c'est un travail qui est collectif. Je prends une réaction, pas plus, si jamais il y en a une. Oui, mais j'ai envie de compléter sur un point. Je pense qu'on est le média avec les tickets les plus faibles permettant de faire des post-tests. Et pour des campagnes qui parfois sont diffusées uniquement sur nos réseaux, des post-tests, je pense notamment à l'Île-de-France qui s'y prête, sont quand même le ROI ultime, c'est la mère de toutes les batailles. On donne accès au grand public et il y a un effet mémorisation. Et c'est pas un hasard si on est le média où des campagnes qui sont de 50, 100 000 euros, on peut faire un post-test et mesurer la mémorisation. Et je pense que ça, c'est quand même les fondamentaux en complément de tout ce que rappelait Jean. Pour le coup. Merci Sébastien. On passe tout de suite à notre avant-dernière vidéo.
On dit souvent que l'OH n'a pas de contexte média, il n'a pas de contexte éditorial. Mais il a un contexte. Il y a des contextes spécifiques où on est capable d'avoir des prises de parole particulièrement impactantes et donc particulièrement capables de générer de l'attention. Le contexte joue énormément. La spécificité de l'affichage, c'est d'être vraiment multiple. Des niveaux de répétition, des univers, des formats d'exposition qui sont extrêmement variés. Et au cœur du média planning, il y a bien de maîtriser cette notion de où et quand va avoir lieu l'exposition. Et la contextualisation, elle est hyper importante parce que c'est ce qui va parler aux gens dans la préoccupation. Moi, je trouve que le DOH, par exemple, dans les aéroports, il est hyper mal utilisé. Et en fait, ce qui aurait pu être super aussi avec le DOH, c'est que les stories soient entièrement repluguées sur les DOH qui sont dans les lieux où les gens postent leurs stories, en fait. Ça permettait aussi de créer du contenu et de faire en partager avec les gens aussi. Donc c'est vrai que sur la data, c'est important parce que aussi, voilà, on peut créer des contenus intéressants. À partir du moment où on a un besoin d'hypercontextualisation, de personnalisation, on va aller vers le DOH qui va nous permettre de jouer avec les créas, d'être beaucoup plus précis et beaucoup plus dans la proximité par rapport à nos cibles. Moi, je vois de plus en plus, en tout cas j'ai de plus en plus de clients et d'annonceurs pour lesquels c'est un problème, la fragmentation. Et l'intérêt de l'OH, c'est que justement, la consommation de ce média se fait dans un environnement où on est tous ensemble. En tout cas, on est tous ensemble à ce moment-là. Ça veut dire que l'expérience de consommation de l'information se fait dans un cadre collectif. Et ça participe forcément à la façon dont on perçoit l'information qui est, ou la publicité qui est en OH ou en DOH. Et ça participe aussi, pour certaines marques, à constituer un genre de collectif. Faire comprendre aux annonceurs que peut-être plus de pression quand on est incarné dans la rue sur un écran d'affichage, mais pour autant, les gens adorent les rebonds d'actu en créa, les gens adorent le réactif, les gens adorent sentir que les marques sont proches d'eux, au plus près de leurs préoccupations. Et c'est un super médium à être utile qui peut être utilisé non pas, encore une fois, comme je le disais, comme une extension de l'affichage, mais comme un écran social média qui est au cœur de la cité. Didier, quand tu entends Sébastien et Muriot dire l'OH n'a pas de contexte éditorial, mais il a un contexte, c'est celui de son environnement, est-ce que tu es d'accord avec ça ? Oui, je suis d'accord avec ce qui a été dit, mais je voulais, avant, j'aurais voulu quand même rebondir sur ce que disait Jean tout à l'heure, parce qu'en effet, moi je pense que on est, alors je ne vais pas répéter ce que tu as dit, moins bien que toi, mais on est le média du dernier mètre, comme l'a été dit tout à l'heure, je ne sais plus qui l'a dit tout à l'heure. Stéphanie, donc on est vraiment le média qui permet de délivrer le message juste au bon moment, au bon endroit. Et moi, ce qui m'importe d'ailleurs, c'est d'augmenter la rentabilité, la profitabilité des campagnes de nos annonceurs, en fait. Enfin, je pense que c'est quelque chose qui est très important et en matière d'efficacité. Donc, enfin, on a fait la démonstration qu'on pouvait le faire. C'est pour ça que quand on parle de médias de dernier mètre, j'y reviens, c'est pour ça qu'en ce qui nous concerne, donc chez Cities Media, on a fait porter l'effort plus particulièrement sur les centres commerciaux, sur le DOH dans les centres commerciaux. Donc je rappelle qu'on est l'opérateur de communication extérieure des 50 premiers centres, des 50 premiers malls de France. Et le DOH, de ce point de vue-là, il est complètement complémentaire du OH. De l'OH, le DOH en centre commercial, il interpelle, il fait du storytelling, c'est un social media dans le centre commercial, il permet de faire du drive to store, donc du drive to store indoor et à partir de l'année prochaine du drive to store outdoor. Donc je pense que la complémentarité entre les deux médias, elle est pertinente. On fait des messages géolocalisés, on événementialise notre digital dream que tout le monde connaît. Donc on a vraiment fait on a vraiment voulu faire porter l'effort autant que faire se peut sur les centres commerciaux parce que c'est là où les Français et les consommateurs consomment et c'est là où on doit être au service de nos annonceurs pour améliorer la rentabilité de leur campagne. Et c'est là où tu as de la data. Et c'est là où on a de la data, donc effectivement tu me tends la perche, merci. Newcast, donc qui est un outil qui permet de qualifier dans les comportements sociaux pas à partir des consommateurs devant les mobiliers dans lesquels ils passent. Et puis le Drive to Store, donc qui est un outil qui permet de mesurer effectivement la capacité après avoir vu une story sur nos écrans DOH de rentrer dans le magasin et de consommer. Donc on a développé ça avec Westfield Unibail et enfin tous ceux qui ont déjà eu accès à ces datas savent que c'est particulièrement efficace. Sur la contextualisation, est-ce qu'un rebond, Valérie ?
C'est la force du DOH, son agilité, sa flexibilité, qui évidemment le rend de fait contextualisable très facilement. Nous, il y a une combinaison qu'on aime beaucoup aussi, qu'on a énormément développée, puisqu'on a la chance d'être dans de l'environnement indoor et donc moins embêté par les réglementations extérieures. C'est la combinaison du DOH avec l'événementiel. Si vous avez l'occasion de vous balader dans le métro ou dans les gares, quand vous traversez une station, on l'a fait pour les JO, pour Nike, le couloir était totalement immersif pour la marque Nike. Je vous assure, sans être publiphile, on peut vraiment... Non mais c'est vrai, c'était véritablement une expérience. Nous, on post-teste de plus en plus des opérations hors médias. Je pense que la contextualisation, il y a cette idée aussi d'expérience qu'on doit développer, qu'on peut développer. Alors après, c'est vrai que je sais que l'extérieur, c'est un petit peu plus compliqué, mais dans le métro et dans les gares, on s'éclate, et en général, il y a une fidélisation des annonceurs. C'est pas pour rien, c'est pas pour nos beaux yeux, c'est parce que ça marche. Et la contextualisation, c'est, je pense, la combinaison justement de ces deux leviers. Je suis extrêmement agile avec le DOH en mode tactique, et j'amène une interpellation dans un environnement. Et c'est ce que disait sur un précédent webinaire Alix Prouet de Coca-Cola, c'est que cette événementialisation, derrière, si elle est couplée à la proximité, de l'achat en proximité, ben ça fonctionne extrêmement bien. Ouais. Et je pense que c'est là qu'il faut faire attention avec un terme qu'on utilise beaucoup, parce qu'il est facile et parce qu'il facilite la vente. C'est la complémentarité en fait entre DOH et OH. Il y a un piège là-dedans qui est que en fait ça n'incite pas forcément nos interlocuteurs à développer des contenus spécifiques pour le DOH. Or, la vraie modernité du DOH, elle repose dans sa capacité à proposer au public quelque chose de très différent de ce qu'il y a sur l'affiche. Et ça, faut le bosser, quoi. C'est-à-dire que... Et on va en parler juste après. Voilà. Bien. Et le piège, c'est d'exporter quelque chose qu'on a fait ailleurs et de le mettre en DOH. Et on est à, je sais pas, on est à 30% de ce que le DOH est capable de nous faire vivre. Je dis 30, c'est 40, 50, etc. Mais il faut vraiment, en fait, c'est de l'affichage, mais c'est un nouveau média. D'ailleurs, tu parlais tout à l'heure d'innovation dans notre média, et c'est là qu'on voit que les nouvelles technologies vont venir démultiplier le champ des possibles. Je vous cite un chiffre. 95% des directions marketing, des directions médias sont intéressées par la technologie d'ICO, c'est le Dynamic Content Optimization. Ça veut dire qu'on peut, en temps réel, faire évoluer les créations. Donc c'est absolument formidable. Et pour illustrer encore ce pouvoir de la contextualisation, par exemple, nous, en aéroport, on a acheté toutes les données Cirium. C'est-à-dire qu'on a dans tous nos aéroports l'intégralité des données de vol. Donc on peut contextualiser les messages en fonction de qui embarque ou qui débarque. Donc ces nouvelles technologies sont aujourd'hui au service de la contextualisation. Et on va écouter tout de suite ce que disent vos clients sur la création. Pour moi, il a plusieurs vertus. La première, c'est qu'il oblige énormément à simplifier la pensée. C'est-à-dire qu'une affiche, une bonne affiche, doit être simple, elle doit être impactante. Elle oblige en stratégie et en création à se demander vraiment ce qu'on a à dire de plus important et à le dire de manière pertinente. Et aussi, ce qui est bien, c'est que c'est un des derniers médias, je trouve, qui est pas trop intrusif. Et il oblige, du coup, aussi bien en stratégie qu'en création, à vraiment se poser la question de la créativité pour exister. Je trouve que c'est un média qui est hyper interactif. C'est pas moi qui le dis, mais l'affichage est le média préféré des Français. Il est au cœur de la cité. On peut jouer sur l'interactivité, sur l'actualité. Et moi, je vais parler du DOH, quelque chose qui m'intéresse énormément, parce que je trouve qu'il est sous-coté en France et surtout sous-utilisé. Sur le point du DOH, je pense qu'effectivement, il y a tout un territoire encore à explorer d'un point de vue créatif. C'est un média qui est encore trop... Enfin, c'est une partie du média qui est encore trop exploitée pour le complément que ça apporte par rapport à un dispositif d'affichage plutôt classique, du fait de son ancrage aujourd'hui dans une certaine typologie d'endroits. Et donc, c'est pour ça que c'est très souvent utilisé uniquement pour cette partie-là, alors qu'on pourrait tout à fait imaginer des dispositifs ad hoc qui viennent héberger une créativité vraiment particulière sur ce média.
On a envie de se dire que le DOH, c'est pas juste une manière d'animer les campagnes d'affichage, mais vraiment de penser autrement ce médium-là, comme du social media, comme des contenus, et du coup, vraiment comme un nouveau terrain de jeu à part entière. L'innovation ne peut pas se substituer à une idée. Au départ, on ne peut pas se dire que l'innovation, c'est l'idée. On doit partir d'une bonne idée. Il ne faut pas oublier que c'est la créa qui fait la différence. Qu'il faut penser quelque chose de façon très puissante d'un point de vue événementiel, qui doit pouvoir vivre tout seul, et après l'amplifier, et non pas se dire juste on fait de l'amplification parce qu'il y a quelques ficelles à tirer. Un des enjeux importants, c'est d'arriver à quantifier l'importance que prend la création là-dedans. Et par rapport à la question sur l'attention, on sait que plus une création est performante et plus elle peut attirer l'attention. Sébastien, sur cette question de la créativité, est-ce que toi, tu vois des différences justement entre le print et le DOH qui semble, c'est ce qui vient d'être dit, davantage plus proche du social media? Oui, bien sûr. Nous, tout notre positionnement, tout notre pitch, c'est de dire que le DOH, c'est un nouveau média. Donc, ça ne veut pas dire que sur un écran, tu ne peux pas déployer une très belle créa print, comme disait une des personnes, simple, impactante, peut le déployer aussi sur un bel emplacement, sur un écran. Ce n'est pas le sujet. Ça peut être très efficace aussi. Pour autant, le DOH, voilà, c'est un nouveau média. Et quand on veut gagner des parts de marché pour l'outdoor en général, le DOH en particulier, une manière de faire, c'est aussi de partir du contenu, justement. Une de nos particularités chez Phoenix, c'est qu'on a des actifs qui sont des sociétés qui font que de l'édition de contenu, notamment sur les réseaux sociaux. Donc du coup, tu réfléchis à tes contenus, tu réfléchis à ce que tu vas dire à ta communauté, parce que c'est des médias communautaires, donc il n'y a pas d'abonnés sur TikTok si tu ne fais pas ça, donc tu fais vraiment ça, tu le fais en termes édito, et tu le fais sur tes budgets brand content. Et de manière systématique aujourd'hui, toute la phase d'idées créatives que tu mènes avec les agences et avec les annonceurs, qui mènent à un budget brand donc très contenu, est toujours imaginé, adapté à une amplification DOH. Elle se fait pas, mais c'est une autre manière de voir les choses et c'est une autre manière de traiter ce média et par définition sans penser au print. Parce que là, pour le coup, c'est de la vidéo. Donc voilà, c'est une nouvelle manière de faire ce business de l'outdoor en partant du contenu. Le principal pourvoyeur d'audience dans l'esprit de ces budgets-là, parce que c'est très siloté, parce qu'on est en France et c'est comme ça, c'est d'abord TikTok, Insta, et ensuite le DOH. Voilà, ça c'est notre play. Ça commence à monter en puissance. Et il y a un sujet techno là-dedans. Alors le sujet techno, ce que j'ai abordé un tout petit peu tout à l'heure, c'est comme c'est des business, le DOH, complètement full stack, c'est-à-dire qu'avec la data, on peut à la fois faire le media planning, le fait de délivrer la campagne en fonction de la météo à tel endroit, la géoloc qu'on a déjà évoqué depuis le début de cette conf. Mais il y a aussi le fait que la data même structure le contenu. Voilà, on se balade à Toulouse, on a un écran, on va parler par exemple du Toulouse-Marrakech chez Air France qui est en promotion. Et c'est à Toulouse, donc c'est du Toulouse-Marrakech. Et si on s'était baladé à Paris pour la même programmation, ça aurait été évidemment un Paris-Marrakech. Voilà. Et donc la data en fait est native dans le contenu même et dans la programmation spatio-temporelle. Et de manière parfois beaucoup plus précise que sur le social. Valérie, sur ce sujet? Pour compléter ce que vient de dire Sébastien, je ne sais pas si c'est plus un sujet de techno qu'un sujet d'indicateurs de performance, de KPIs, qui soit vraiment comparable avec le digital. Nous, c'est la feuille de route qu'on a depuis des années chez Média Transport. Le jour où on aura une multiplication de SSP multicanal, là, on dépassera nos 10 points de part de marché, c'est évident. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse un dernier tour d'horizon sur un mot de conclusion, 1 minute chacun, pas plus, sur vos perspectives pour 2025. On commence avec toi, Philippe. On a passé une année 2024 plutôt correcte, voilà, même si je pense que tout le monde peut reconnaître qu'à la fin de l'année, on aurait aimé que ça soit un peu différent. Mais globalement, plutôt une année 2024 plutôt correcte.
Encore une fois, j'ai pas de boule de cristal, mais les perspectives économiques des entreprises font que théoriquement l'année prochaine devrait aussi théoriquement correctement se passer. Maintenant, l'actualité fait que ça va peut-être influer sur ça. On verra bien. Nous, vous savez que on a lancé cette année en 2024 notre plan Horizon 2030, vraiment pour reconstruire la marque, son patrimoine. En 2025, on va accélérer sur la chose. Et on va pousser justement sur la mise en place de ce plan Horizon, sur les 3 points qui sont fondamentaux pour nous. On a intégré depuis déjà le mois de juin l'ensemble de la chaîne logistique qui permet d'intégrer la pose des affiches, le suivi, l'entretien, etc. Donc de maîtriser toute notre qualité. Et ça, c'est absolument fondamental parce que c'est un censeur essentiel dans notre métier que les affiches soient bien posées en temps, en heure, qualitativement, etc. Donc en intégrant nos 60 poseurs, on fait ce travail-là et on va continuer d'accentuer ces mises en place. Ensuite, on va bien sûr élargir notre offre, notamment en DOH, et puis surtout, on va lancer nos nouveaux réseaux nationaux, les Maxi 4000 et le Maxi 5000, qui vont nous permettre de prétendre retourner sur l'échiquier national. Merci Philippe. Valérie, conclusion, perspective? Alors l'année 2025, pour reprendre ce qu'on a dit, c'est être solidaires tous ensemble pour rappeler la puissance du média, son efficacité. Nous, chez Média Transport, on a une nouvelle offre, une nouvelle organisation, on bouge tout dans l'entreprise, pour justement démultiplier notre présence auprès des annonceurs qui ne font pas ou peu d'affichage, de publicité extérieure. Donc l'idée, c'est d'aller les convaincre, justement, de mettre peut-être un peu moins de médias historiques pour justement tester nos univers et donc gagner en efficacité, puisque tout ça est évidemment post-testé. Donc notre objectif, c'est, pour reprendre ce que disait tout à l'heure Jean, c'est d'aller chercher un point de part de marché supplémentaire chaque année. Merci Valérie. Didier, à ton tour. Merci. Donc en 1 minute, donc comme vous le savez, Cities Media est une entreprise depuis un an 100% française, avec 2 objectifs qui étaient clairs, que j'ai rappelés à de nombreuses reprises. C'est 1, back to business, et 2, focus performance. Donc en 2024, on a gagné 22 appels d'offres sur 25 auxquels on a participé. Maintenant, on ne va pas se mentir, donc comme l'a dit Philippe tout à l'heure, on a fait tous 3 premiers trimestres très forts. C'est dommage que Kantar n'ait pas mis ses prévisions sur le 4e trimestre, mais comme je pense qu'aucun d'entre nous n'est un menteur sur cette tribune, tout le monde va quand même dire qu'on s'attendait à mieux sur le 4e trimestre. Sur 2025, pour répondre à ta question, moi je pense que c'est compliqué de prévoir 2025. Il y a en France une incertitude politique, fiscale, économique, mais je pense que pour moi, il y a la publicité, c'est toujours l'indicateur avancé du PIB. Donc je pense qu'il va, malheureusement, ça va encore durer quelques mois, je pense. En tout cas, dans tous les cycles, tout le monde ici a travaillé dans les médias, donc ça dure tout le temps quelques mois. Donc il faut qu'on soit solidaire, comme le dit Valérie. Ça, c'est très important qu'on soit solidaire pour défendre notre média. Il faut qu'on soit prêt quand ça va repartir, parce que ça va forcément repartir. On a démontré que notre média, il est puissant, il est efficace. Enfin, je ne vais pas répéter tout ce qui a été dit. Donc, il faut juste qu'on soit prêt avec les bonnes offres, les bonnes organisations, la bonne efficacité, la bonne proximité avec les annonceurs pour être là quand ça va repartir. Merci Didier. Sébastien. Oui, 2024, c'est une bonne année. On verra 2025. Nous, Phoenix, on va continuer à être extrêmement conquérants sur tous nos marchés. On était moitié moins gros en 2019, donc le Covid nous a énervés. On a été très offensif, on a doublé de taille entre 2019 et cette année. Donc on va continuer. Et c'est toujours pareil, on est tous sur des business models d'opérateurs intégrés, donc il y a beaucoup de complexité. Quand on veut faire de la croissance, il ne faut pas oublier d'investir à tous les étages. Mais plus particulièrement, il y a beaucoup d'investissements chez nous sur la techno et la data associée. On a le nouveau référentiel mobimétrique qui est assez fondamental dans le fait de bien l'exploiter, de bien
post-tester, trouver le bon mix entre la data d'audience, la mémorisation qui est la promesse de notre média, et le bon marketing et le bon pitch entre eux, souvent des sujets de contenu, du social media et la bonne amplification en DOH par exemple, un point que j'ai développé tout à l'heure, c'est un de nos axes aussi. Merci Sébastien. Et pour finir, Jean. Alors on en a un peu moins parlé ce soir, même si on en a parlé un peu en introduction et que Valérie a également rebondi, mais moi je voudrais conclure sur le fait que notre média est un média extrêmement responsable et que là aussi on l'a démontré collectivement, puisque avec cette étude KPMG on a démontré que, je vous rappelle les chiffres parce qu'ils sont quand même assez éloquents, que la consommation énergétique du DOH et de l'OH par rapport à la consommation totale du pays c'est 0,028%, que la consommation énergétique du DOH plus de l'OH dans l'intégralité des technologies d'information et de la communication c'est 0,4%. Et je voudrais également rappeler que l'empreinte carbone du DOH plus de l'OH, c'est 0,01% de l'empreinte carbone du pays et que c'est 10 fois moins que la télévision, pour ne citer que la télévision. Donc je voudrais également rappeler que JCDecaux, c'est un modèle qui est 3 fois vertueux d'un point de vue économique, puisque aujourd'hui on partage 50% de nos ressources au bénéfice des lieux de vie, des lieux de transport, des finances des collectivités locales, on en parle pas mal en ce moment. D'un point de vue social, avec 15 000 emplois directs et indirects en France, et d'un point de vue environnemental, puisque déjà 48% de notre chiffre d'affaires est éligible à la taxinomie européenne, c'est-à-dire que ce chiffre d'affaires il est pleinement engagé dans la transition. Et puis je finirai aussi pour dire que c'est un média qui préserve l'attention, que l'attention, je pense que l'industrie des médias et de la communication vaut beaucoup en parler, et que l'attention de notre média, elle est une ressource qui est extrêmement rare, extrêmement précieuse, et qui va nous permettre de démontrer l'efficacité. Et puis pour ce qui concerne, et ce sera le mot de la fin, je te rassure mon cher Tanguy, les perspectives 2025, je pense qu'on a effectivement un challenge collectif, on en a relevé quelques-uns ces dernières années, qui est que si on veut que l'année 2025 se passe bien, dans un contexte qui s'annonce effectivement un peu difficile, un peu plus tendu, tough diraient les anglo-saxons, eh bien il faudra qu'on fasse progresser la part de marché de notre média et qu'on a c'est une formidable opportunité qui nous est offerte de le faire fort de tout ce qu'on a évoqué depuis 1 heure tous ensemble. Eh bien ce sera effectivement le mot de la fin. Merci beaucoup à tous les 5 d'avoir été avec nous. Partez pas, j'ai quelques mots à dire avant. Merci de votre soutien sans faille depuis 7 ans sur cet événement que j'ai eu le plaisir de co-créer avec Thierry Amar et qui aujourd'hui est chez CB News et dans un format tout à fait renouvelé et que je trouve vraiment très intéressant. Merci à toutes celles et ceux qui sont intervenus dans ces webinaires que vous avez vus dans nos vidéos. Merci, je m'associe au remerciement de Fouzia pour celles et ceux qui nous ont accompagnés chez City, chez Giraudy, chez JCDecaux, chez Mediatransport, chez Phoenix, Alexandra, Alban, Caroline, Delphine et Doriane. Merci Fouzia pour cette collaboration fructueuse. Merci aux équipes de CB News, Virginie, Marie, Barbara, Arsène.